Je voulais vous présenter donc Mathieu Denauroy, qui est le directeur de recherche au laboratoire Louis Le Prince-Ringuet, donc médaille d'argent du CNRS en 2018. Vous allez parler, Mathieu Denauroy, de l'astronomie gamma, le ciel en photons gamma, donc un ciel aux phénomènes les plus violents de l'univers, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui s'est révélé ces dernières décennies comme étant aussi un nouveau continent. Et vous avez, vous, eu la chance, en tant que scientifique, de pouvoir faire partie des premiers humains à apporter ce regard, à expérimenter sur ce nouveau continent. C'est ça qui est quand même extraordinaire en cette époque, c'est que la découverte ne cesse pas et vous pouvez témoigner de ces premières observations, et en particulier, donc, en ce qui vous concerne, depuis une quinzaine d'années, avec les télescopes de S en Namibie, qui observe des photons à très hautes énergies. Voilà, je vous laisse la parole pour votre présentation intitulée Le ciel en photons gamma, un univers violent. Merci beaucoup Alain pour cette introduction et merci à tous de nous suivre. Et donc je vais vous parler effectivement d'une astronomie qui est très récente, qui a maintenant juste une quinzaine d'années et qui se situe à l'extrême en termes énergétiques du spectre électromagnétique, donc le ciel en photons gamma. Et je vais commencer par une introduction sur les rayons cosmiques, qui sont des particules qui bombardent la Terre en permanence, des particules de très haute énergie qui proviennent du cosmos, d'où leur nom, et qui ont de nombreuses implications, en particulier qui accélèrent l'évolution à travers des mutations génétiques, qui créent des isotopes radioactifs dans l'atmosphère, permettant ainsi la datation par le carbone 14, qui ont permis dans les années 60 de très nombreuses découvertes en physique fondamentale, qui ont permis la découverte de particules telles que le positron, l'antiparticule de l'électron, les muons, qui sont des formes lourdes d'électrons, les kaons, l'epsilon et d'autres particules. Ces rayons cosmiques sont aussi responsables de l'irradiation du personnel navigant dans les avions et limitent le total d'heures de vol que les personnels peuvent effectuer chaque année. Ce sont possiblement aussi des germes pour les éclairs et possiblement également ils aident à la formation des nuages. Et ces particules vont jusqu'à des énergies très élevées, comme on le verra. C'est un problème qui est centenaire et qui a été soulevé par Victor S, que vous voyez ici à gauche, le personnel avec une moustache, qui a effectué des vols ballons en 1912 et qui a regardé comment évoluait le flux de particules ionisantes dans un électroscope en fonction de l'altitude. Alors, un électroscope, c'est un instrument qui est rudimentaire, qui est relativement simple. Vous voyez ici à gauche, qui est constitué de deux feuilles d'or qu'on vient charger en frottant par exemple avec un bâton d'ébonite. Les deux feuilles se repoussent elles-mêmes et depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on savait qu'un électroscope se déchargeait spontanément sans pouvoir expliquer pourquoi. Cette décharge de l'électroscope est en fait due au passage de particules ionisantes à travers les feuilles. Et donc, notre personnage, Victor S, a fait des mesures jusqu'à 5 km d'altitude et a montré que le flux de particules ionisantes augmentait avec l'altitude, infirmant ainsi les hypothèses selon lesquelles ces particules auraient pu provenir de la Terre. Il a montré qu'elles venaient donc de l'espace et donc constituaient un rayonnement cosmique. Werner Kollster a effectué des mesures similaires jusqu'à 9 km d'altitude dans les années suivantes et a montré que ce phénomène se poursuivait. Alors maintenant, on sait beaucoup plus de choses sur ces rayons cosmiques. On sait en particulier qu'ils s'étendent jusqu'à des énergies colossales pour des particules élémentaires. En particulier, ils vont jusqu'à la dizaine de joules, ou 10 puissance 20 électronvolts. Je préciserai après ce qu'est un électronvolt. C'est-à-dire qu'on a en fait l'énergie d'une balle de tennis dans une particule élémentaire. Sur le diagramme que vous voyez ici, vous voyez qu'on a des particules qui s'étendent sur plus de 10 ordres de grandeur en énergie, sur un phénomène qui est très régulier, avec plus de 30 ordres de grandeur en intensité. Et derrière la régularité de ce spectre, il y a probablement des phénomènes qui sont universels et qui expliquent que des particules puissent être accélérées dans l'univers par des phénomènes violents. Et c'est ça dont on va parler au cours de cette conférence. L'origine de ces particules est encore relativement inconnue. On considère qu'ils sont produits dans la galaxie jusqu'à des énergies de l'ordre de 10 puissance 15 à 10 puissance 17 électronvolts. Mais au-delà, aux énergies les plus élevées, ces particules sont forcément produites
en dehors de notre galaxie, dans l'espace extragalactique, car elles ne pourraient pas être contenues par les champs magnétiques présents dans la galaxie. Pour illustrer juste trois petits points que j'ai dit sur ces rayons cosmiques, donc sur la datation en carbone 14 en particulier, ce phénomène est relativement simple. Vous avez donc ces rayons cosmiques qui arrivent dans l'atmosphère, qui vont interagir avec des noyaux dans la haute atmosphère et produire des neutrons en particulier. Et ces neutrons, en interagissant avec de l'azote, qui représente 80% du gaz de notre atmosphère, va former des noyaux de carbone 14. Ces noyaux de carbone 14 vont se combiner avec l'oxygène pour former du CO2, vont être absorbés par la végétation, vont se retrouver dans les tissus vivants. Tant que ces tissus continuent à vivre, le taux de carbone 14 va rester constant, et à partir de la mort de ces objets, la quantité de carbone 14 va décroître régulièrement par désintégration radioactive. Il y a d'autres éléments du même type qu'on va retrouver également dans l'atmosphère, tels que du tritium, du beryllium ou de l'arion. Ces rayons cosmiques sont aussi parfois responsables d'événements extrêmes qui peuvent être létals pour des astronautes, en particulier lors d'éruptions solaires. Et on a quelques cas qui sont documentés historiquement. En particulier, donc les aurores boréales qu'on observe au pôle Nord et au pôle Sud sont créées par l'arrivée massive de rayons cosmiques le long des lignes de champs magnétiques terrestres. Mais en 1959, ces aurores boréales se sont étendues jusqu'à Cuba, quelque chose qui n'avait jamais été vu jusqu'à présent, avec une interruption totale du télégraphe. Plus récemment, en 1972, les rayons cosmiques ont été responsables d'une chute massive de production électrique aux États-Unis, avec 6 millions de personnes dans le noir, une interruption de communication satellite et même l'explosion de mines magnétiques qui avaient été laissées dans le golfe du Tonkin, avec possiblement 4000 détonations. C'est des informations qui ont été déclassifiées en 2018. Et la couche d'ozone également a subi des dommages qui ont duré pendant 2 mois à peu près. Alors, quand on parle de ces particules qui sont accélérées jusqu'à des énergies colossales, il faut déjà imaginer, donc c'est des énergies qui sont plus de 1000 milliards de fois plus élevées, plus de 10 milliards de fois plus élevées que ce que les hommes sont capables de faire. Il faut imaginer des processus astrophysiques capables d'accélérer des particules. Il y en a essentiellement de 2 types. Il y a d'abord la présence éventuellement de champs électriques très intenses qui peuvent être produits lorsqu'on a des objets magnétisés en rotation très rapide, tels que des pulsars, dans lesquels se produisent un effet qu'on appelle dynamo, et qui nécessitent d'avoir des potentiels de l'ordre d'au moins 10 puissance 12 volts, donc des potentiels relativement élevés. Enfin, l'autre mécanisme qui est le plus souvent envisagé pour expliquer cette présence de rayons cosmiques à très haute énergie, ce sont des accélérations progressives qui sont produites par des chocs dans des plasmas astrophysiques, un peu comme ce que vous voyez à droite, où vous avez le choc entre le vent produit par le Soleil et la magnétosphère terrestre. Lors de la présence d'un tel choc astrophysique, des particules peuvent passer d'un côté à l'autre du choc et recevoir à chaque traversée du choc une petite quantité d'énergie. Et à force de passer d'un côté à l'autre indéfiniment, ces particules vont gagner en énergie, croître jusqu'à ces énergies extrêmes. Alors, pourquoi parle-t-on de rayons gamma et pourquoi s'intéresse-t-on aux rayons gamma? En fait, l'astronomie se base sur différents messagers et il y en a à l'heure actuelle 4. Le premier, le plus simple, ce sont les photons. Alors, les photons de toutes les gammes de longueur d'onde, mais en particulier les photons gamma, qui sont ici, qui peuvent être absorbés par la poussière et par le rayonnement, mais qui ont l'avantage de voyager tout droit dans l'univers et donc d'indiquer leur origine. Il y a également ces rayons cosmiques qui sont composés majoritairement de protons et de noyaux, qui peuvent voyager sur des très grandes distances, mais comme ils sont chargés, ils sont déviés par les champs magnétiques présents dans la galaxie et en dehors. Et donc, lorsqu'ils arrivent sur Terre, ils arrivent avec des directions aléatoires qui ne permettent pas de voir d'où ils viennent. Il y a d'autres types de particules un peu plus élusives, et notamment les neutrinos, qui voyagent également en ligne droite et qui seraient potentiellement très intéressants pour aller sonder les objets astrophysiques les plus violents. Le problème principal avec les neutrinos est qu'ils sont extrêmement difficiles à détecter et qu'il faut pour cela des détecteurs gigantesques qui sont installés notamment dans les glaces du pôle Sud ou au fond de la mer Méditerranée. Enfin, le dernier messager qui émerge, et ça vous le savez, on en a parlé tout à l'heure,
François Son a mentionné notamment la fusion d'étoiles à neutrons et la fusion de trous noirs. Ce sont les ondes gravitationnelles qui sont une technologie naissante, émergente, mais qui apporte vraiment un nouvel éclairage sur l'univers à très haute énergie. Alors, ici, les photons gamma apparaissent comme un messager qui est particulièrement intéressant pour sonder l'univers à très haute énergie, mais encore faut-il en produire. Parce que de la même manière que les protons ici sont déviés par les champs magnétiques, les accélérateurs, que ce soit les pulsars, les objets en rotation ou les ondes de choc astrophysiques dans les plasmas, ne vont accélérer que des particules chargées, des électrons, des protons et des noyaux. Et il faut donc, d'une manière ou d'une autre, transformer l'énergie, la transférer d'une particule chargée à une particule neutre, de façon à avoir un photon qui va être la traduction de l'accélération de particules. Donc, en résumé, on a un objet astrophysique qui peut être le résidu d'une étoile massive ayant explosé, qui peut être l'environnement d'un trou noir, qui peut être l'environnement d'une étoile à neutrons en rotation rapide, qui va produire, accélérer des particules jusqu'à des énergies extrêmement élevées. Et il faut ensuite donc envisager la transformation de cette énergie, son transport depuis un proton vers un photon. Il y a deux mécanismes principaux qui permettent de faire ça. En fait, ces particules chargées vont interagir avec l'environnement immédiat de la source, qui est constitué de matière et de rayonnement. Un proton peut ainsi interagir avec des noyaux de la matière interstellaire et produire différents types de particules lors de ces collisions. Il peut produire des particules qu'on appelle des pions, qui sont des mésons, qui peuvent exister sous trois formes, des pions chargés, positivement ou négativement, et des pions neutres. Les pions chargés vont se désintégrer ensuite en muons et produire des neutrinos, mais les pions neutres vont se désintégrer en paires de photons gamma. Et donc, à la suite de l'interaction de ce proton avec la matière interstellaire, on va avoir l'émission de photons gamma qui vont conserver essentiellement la direction du proton initial et qui vont donc traduire l'origine de ces protons. Lorsqu'on parle d'autres particules accélérées, en particulier d'électrons ou de positrons, les antiparticules de l'électron, ces particules peuvent également interagir avec la matière. On parle à ce moment-là de rayonnement de Bremsstrahlung, ou rayonnement de freinage en français, mais peuvent également interagir avec la lumière ambiante, la lumière qui provient des étoiles, la lumière qui provient du rayonnement infrarouge, qui vient de toutes les sources chaudes dans l'univers. Et par cette collision qu'on appelle diffusion Compton, l'électron va transférer une partie importante de cette énergie à un photon de basse énergie et le propulser à très haute énergie, produisant ainsi un photon gamma qui va ensuite continuer son trajet vers la Terre. Alors, pour fixer un peu les idées, on parle ici de lumière dans tous les cas, quand on parle de photons gamma, quand on parle de radio, quand on parle de rayons X, mais avec des unités qui sont extrêmement différentes. L'énergie que j'utilise dans cette conférence, c'est l'unité d'énergie, c'est l'électron-volt, donc qui correspond à l'énergie acquise par un électron dans un champ électrique d'1 volt et qui correspond à peu près à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Il se trouve que cette énergie correspond à peu près en fait à l'énergie portée par les grains de la lumière visible, tels que ceux émis par le soleil ou une lampe à incandescence. Quand on parle de rayons X, on a une énergie qui est environ 1000 fois plus élevée. Et de l'autre côté, quand on va parler d'ondes cellulaires ou d'ondes micro-ondes, on a aussi en fait de la lumière, mais à une énergie qui est fortement plus faible. Ici, nous allons parler de photons gamma, donc de grains de lumière très énergétiques. Ça reste de la lumière, mais chaque grain de la lumière va porter une énergie qui sera environ 1000 milliards de fois plus élevée que l'énergie portée par un grain de lumière visible. Donc ainsi, en fait, le spectre électromagnétique, c'est-à-dire le spectre sur lequel s'étend la lumière, on pourrait le représenter sous la forme d'un piano qui aurait environ 15 mètres de long et pour lequel la lumière visible, celle qui est vue par vos yeux, représente seulement une octave sur près de 70. Alors on utilise d'autres différentes unités telles que les longueurs d'onde, les énergies et les fréquences que j'ai rapportées ici sur ce diagramme. Donc, le rayonnement visible représente à peu près une octave ici, est émis principalement par un rayonnement dithermique d'objets chauds, typiquement quelques milliers de degrés, tels que le Soleil ou les nébuleuses chaudes.
Lorsqu'on observe l'univers en rayon X, on a essentiellement deux types d'objets. On peut avoir des objets qui sont très chauds et très petits, donc ils sont à environ 1 million de degrés et vont avoir une taille de quelques kilomètres. Et ça, typiquement, ça va être des pulsars, l'environnement des trous noirs, etc. Mais on peut aussi avoir une émission qui est produite par des particules accélérées dans des champs magnétiques, et on parlera alors d'émissions synchrotrons. Lorsqu'on va vers les énergies plus faibles, on va avoir également une émission thermique, mais par des objets froids, à quelques degrés au-dessus des zéros absolus, tels que des nuages de poussière. Mais on a également une émission d'origine non thermique qui provient d'électrons accélérés dans des champs magnétiques. Enfin, quand on va explorer le domaine à très haute énergie, on quitte totalement le domaine de l'émission thermique. On ne peut avoir que des phénomènes qui proviennent de la physique des particules. Donc des interactions de particules avec ce que j'ai montré tout à l'heure, diffusion Compton, rayonnement de Fresnel, éventuellement annihilation de particules, désintégration de pions, mais on quitte en fait le domaine de l'électromagnétisme classique et de l'émission thermique. Donc, je vais maintenant décrire un peu la technique qu'on appelle Cherenkov atmosphérique, sur laquelle est basé les télescopes S, et d'abord décrire ce qui se passe quand un rayon cosmique arrive dans l'atmosphère. Lorsqu'un photon gamma ou un noyau arrive dans l'atmosphère, il va interagir avec les noyaux de la haute atmosphère, et dans le cas d'un photon gamma, il va créer tout d'abord un électron et un positron relativiste. Ces deux particules vont continuer à perdre leur énergie en émettant ainsi des nouveaux photons gamma par rayonnement de freinage, qui vont à leur tour émettre des électrons et des positrons, et ainsi de suite. Il se développe ainsi une cascade de particules qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de long, qui peut contenir des millions de particules, et dans laquelle l'énergie se redistribue progressivement dans toutes ces particules. Alors, on est capable de simuler ça totalement par ordinateur, et voici une de ces simulations, où vous avez ici donc 20 km d'atmosphère qui sont représentés verticalement. Donc, les avions volent à peu près à mi-hauteur, et vous voyez ces cascades de particules se développer. Ici, les photons sont représentés en bleu, donc les grains de lumière, les photons gamma, et les électrons et positrons sont représentés en vert et suivent des trajectoires plus chaotiques. Alors, ces cascades se développent dans un milieu transparent, donc l'air, mais c'est un milieu qui est également diélectrique, c'est-à-dire dans lequel ce milieu se polarise, ce qui se traduit par un léger ralentissement de la vitesse de propagation de la lumière. De la même manière que la lumière va environ 30% moins vite dans l'eau que dans le vide, la lumière va un tout petit peu moins vite dans l'air que dans le vide. Et ici, la différence est beaucoup plus faible, c'est 0,01%. Mais cela permet quand même de donner naissance à un phénomène qu'on appelle le rayonnement de Cherenkov, qui est lié au fait que les particules émises dans cette cascade voyagent à une vitesse qui est très très proche de la vitesse de la lumière dans le vide, et voyagent de ce fait plus vite que la lumière dans l'air. Ce faisant, elles émettent une onde de choc lumineuse qu'on appelle le rayonnement de Cherenkov, comme je disais, qui est finalement l'analogue pour la lumière du mur du son d'un avion qui voyagerait plus vite que le son dans l'air. Ce rayonnement, il est connu depuis longtemps, et en particulier, il est visible à l'œil dans les piscines de refroidissement qui sont à côté des réacteurs nucléaires. Et vous avez ici un exemple sur la photo de droite où on voit cette lumière bleutée qui est émise par les particules perdant leur énergie dans l'eau. Donc ainsi, en fait, on peut illustrer ce rayonnement par ces petites vidéos que je vous présente maintenant, où on peut considérer qu'une particule émet une onde électromagnétique à chaque instant. Si la particule voyage moins vite que la lumière dans le milieu, ce qui correspond à la vidéo de gauche, l'onde n'est jamais en phase et ne s'accumule pas, alors que si la particule voyage plus vite que la lumière dans le milieu, il existe un cône sur lequel l'onde est en phase, s'accumule, correspondant ainsi à un bang lumineux, l'équivalent du mur du son. Ces particules donc, sont émises lors du développement d'une cascade dans l'atmosphère, à typiquement une dizaine de kilomètres d'altitude, et émettent ce rayonnement bleuté à 10 km d'altitude, qui se traduit par un flash lumineux avec une ouverture angulaire de l'ordre de 1 degré à peu près, émis à 10 km d'altitude, qui va durer quelques milliardièmes de seconde et qui va illuminer la surface d'un terrain de foot. En ce moment même, autour de vous, il y a à peu près 4000 de ces phénomènes qui se produisent chaque seconde, mais vos yeux ne sont pas assez sensibles pour les voir. Et ça m'amène à un point qui est absolument important, qui est la rapidité du télescope.
Donc, on va avoir des télescopes qui seront installés ici en Namibie en ce qui concerne l'Est, qui vont observer ce rayonnement de Cherenkov, qui vont prendre une photo de ce rayonnement. Et en fait, ils prennent une photo de la trajectoire de la cascade de particules dans l'atmosphère, ce que vous voyez ici sous la forme d'une image un petit peu allongée, ayant la forme d'une petite ellipse. Finalement, ces photos sont assez similaires à une photo que vous pourriez faire en vous allongeant sur le sol et en regardant des météorites, des étoiles filantes, qui se traduisent également par une émission lumineuse dans l'atmosphère sous la forme d'une émission allongée et légèrement elliptique. Alors, je l'ai mentionné, le facteur absolument clé pour ces télescopes, c'est la rapidité. Si on prenait une photo en 100 microsecondes, ce qui est déjà extrêmement rapide, dans nos caméras, on ne verrait absolument rien, on ne verrait que du bruit. À 10 microsecondes, on ne voit toujours rien. Et il faut vraiment descendre au milliardième de seconde pour être capable d'observer ce phénomène, cette lumière émise par les particules dans la haute atmosphère. Et vous voyez ici, à 100 nanosecondes, on commence à distinguer vaguement l'image de la cascade. Et à 10 nanosecondes de temps de pause, on voit précisément cette cascade ici, dans cette région de la caméra. De façon à améliorer les performances des instruments, on en utilise plusieurs en même temps, ce qu'on appelle la vision stéroscopique, c'est-à-dire que la même cascade se développant dans l'atmosphère va être observée simultanément par plusieurs télescopes qui vont donc prendre la photo simultanément afin de pouvoir contraindre, mesurer la direction, l'impact de cette cascade et identifier la particule qui est arrivée en haut de l'atmosphère. Je vais maintenant décrire plus précisément le réseau de télescopes S, donc, qui est installé en Namibie. Et ce réseau est constitué de 5 télescopes. Les 4 premiers télescopes ont été installés en septembre 2002. Ce sont des télescopes qui font 100 mètres carrés de miroir, à peu près 12 mètres de diamètre, avec des caméras très rapides, mais peu pixelisées, environ 1000 pixels par caméra, mais elles sont capables de prendre 500 photos par seconde. Le très grand télescope que vous voyez au milieu, ici, a été installé en septembre 2012. Il s'agit du plus grand réflecteur optique au monde. Le miroir fait 600 mètres carrés. Le télescope a une distance focale de 35 mètres. Donc, en fait, il faut imaginer à peu près un immeuble de 10 étages. Et donc, l'ensemble est installé sur le plateau du Gamsberg, en Namibie, juste au-dessus du tropique du Capricorne, ce qui permet notamment de voir, dans des conditions optimales, la Voie lactée et ses régions centrales, comme illustré sur cette photo qui a été prise sur le site, où vous voyez vraiment la Voie lactée qui traverse le ciel de part en part. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'instrument, voilà le grand télescope, donc qui est, comme je le disais, le plus grand réflecteur optique au monde, 600 mètres carrés de miroir, en vitesse de rotation rapide et réelle. Et il est très important dans ce domaine de pouvoir bouger les télescopes rapidement parce qu'on a des phénomènes transitoires qui se développent sur quelques minutes ou voire même quelques secondes parfois dans le ciel. Pour vous montrer à quoi ressemble la caméra, donc là vous voyez la caméra au point focal ici. Donc c'est une caméra qui fait 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres et 3 tonnes. Donc en fait c'est presque un petit camion que vous allez voir passer dans le miroir du télescope ici. Voilà à quoi ressemble la caméra. Et voici maintenant les événements qui sont enregistrés par les caméras donc de ces 5 télescopes. Vous voyez sur les côtés les caméras des petits télescopes qui ont une définition plus faible que celle du grand télescope. Et chaque photographie que vous voyez là, chaque événement que vous voyez là, est en fait une photographie d'une cascade de particules qui s'est produite à 10 km de distance environ. Et on voit qu'il y a des événements qui ont des formes différentes. Certains sont bien elliptiques et correspondent vraisemblablement à des photons gamma qui sont arrivés dans l'atmosphère. D'autres sont plus irréguliers, peuvent être causés par des protons, par des noyaux. Et enfin, certains d'entre eux ressemblent à des arcs de cercle et sont liés à des muons qui ont traversé le miroir du télescope directement. Donc pour la technique, je vais m'arrêter là et je vais présenter quelques résultats maintenant qui ont été obtenus au cours de ces dernières années. Et en particulier, je vais commencer par la vue de la Voie lactée en rayons gamma. Donc ce projet a été un des projets majeurs des télescopes S qui s'est déroulé sur une dizaine d'années. On a pris des données entre 2004 et 2013, ce qui représente 3000 heures de données environ. Et on a couvert donc, la fraction de la Voie lactée ici, qui est représentée en blanc, donc ce carré blanc. Ici, la photographie que vous avez derrière, c'est l'image de la Voie lactée observée par le satellite Planck
dans une raie particulière de la molécule du monoxyde de carbone qui traduit en fait la matière interstellaire. Et donc, vous voyez le plan de la galaxie ici horizontalement. Et vous voyez, pardon, excusez-moi, d'autres régions qui ont aussi des filaments de matière à différents endroits. Voilà, donc ça, c'est la partie qui a été couverte par nos instruments et qui ont permis d'observer un ciel gamma très différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et c'est ce que je vais vous montrer ici sur cette vidéo où, en fait, on va parcourir le carré blanc, le rectangle blanc que je vous montrais précédemment. Et je vais le laisser se dérouler. Et vous voyez, en fait, apparaître sur le plan de la galaxie de nombreuses sources très brillantes qui sont étendues, parfois plusieurs degrés, parfois plus. Là, vous avez le centre de la galaxie en ce moment qui passe devant vous. Ici, vous avez un résidu d'explosion d'étoiles qui passe. Et on voit ainsi, finalement, apparaître une population de sources qui émettent un rayon gamma à très haute énergie, qui sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on pensait jusqu'à présent, et qui sont également très diverses. Certaines de ces sources sont très étendues, couvrent plusieurs degrés, plusieurs fois la taille de la Lune, comme par exemple celle que vous voyez ici, qui ressemble à un cercle, où on a vraiment l'impression qu'on a en fait une sphère qui est en expansion dans notre galaxie et qui émet des rayons gamma à très haute énergie. De façon à comparer un peu plus quantitativement ce qu'on voit en rayons gamma par rapport à ce qu'on voit dans d'autres longueurs d'onde, si on superpose l'émission de la Voie lactée en visible avec l'émission gamma, voilà ce qu'on voit. Et on remarque immédiatement qu'il y a une différence très très nette entre ces deux distributions. C'est-à-dire que la Voie lactée s'étend sur plusieurs degrés. Vous voyez ici de l'émission des étoiles sous forme un petit peu brumeuse. Donc tout ça, ce sont les étoiles qui sont présentes dans la Voie lactée. Le plan galactique lui-même est plutôt sombre en visible, notamment parce qu'il est constitué de grandes quantités de poussière qui vont absorber le rayonnement des étoiles. Et les sources gamma qui sont ici superposées en couleur sont alignées sur une distribution qui est très étroite, qui représente à peu près 0,3 degré de large, vraiment sur le plan de la galaxie. Et l'étroitesse de cette distribution permet en fait déjà d'obtenir quelques informations sur les sources qui sont derrière ce rayonnement gamma. Notamment, cela implique que ce sont des sources très jeunes qui sont nées là où il y a de la matière dans la galaxie, sur le plan donc de la galaxie, mais qui n'ont pas eu le temps de diffuser et de s'éloigner du plan galactique, comme par exemple des sources de rayons X pourraient le faire. Beaucoup de ces sources sont liées à l'histoire un peu cataclysmique des étoiles. Et donc, je vais rappeler en deux planches à peu près le destin des étoiles pour ensuite venir à ces différentes sources de rayonnement gamma. Alors, les étoiles sont, comme vous le savez probablement, des boules de gaz en équilibre. Et ce qui maintient leur équilibre, c'est d'une part la pression de l'étoile qui a tendance à la faire exploser, et d'autre part la force de gravité attractive qui a tendance à la faire s'effondrer sur elle-même. Et donc l'étoile est en permanence en équilibre entre ces deux forces contradictoires. Une étoile va commencer par brûler de l'hydrogène pour fabriquer ensuite de l'hélium. Lorsqu'elle a terminé de brûler son hydrogène, elle va se contracter, le cœur va se contracter et des nouvelles réactions nucléaires vont démarrer, permettant la formation de carbone, d'oxygène, d'azote, etc. Et ainsi de suite, au fur et à mesure de l'histoire de l'étoile, on va consommer les noyaux légers, moins légers, de plus en plus lourds, jusqu'à former du fer. Et à chaque fois, on a donc une nouvelle étape de réaction nucléaire. Typiquement, la première étape qui correspond à la combustion de l'hydrogène pour fabriquer de l'hélium va durer à peu près 7 millions d'années, ici, pour une étoile très massive. La phase de combustion de l'hélium va durer un demi-million d'années. La phase de combustion du carbone va durer seulement 600 ans. Et la dernière phase, qui consiste en la combustion du silicium pour former du fer, ne va durer qu'une seule journée. Et donc là, on commence à toucher du doigt que finalement, l'univers n'est pas quelque chose de stable, de tranquille et d'immanent, mais on a des phénomènes qui peuvent se dérouler sur des échelles de temps très courtes. Alors ici, je parle d'un jour, mais la phase ultime d'explosion de l'étoile, elle, va durer quelques secondes. À la fin des réactions nucléaires, lorsque tout le silicium a été consommé, l'équilibre est rompu et plus rien ne peut contrebalancer
la force de gravité, ce qui fait que le cœur de l'étoile va s'effondrer brutalement sur lui-même à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière. La partie centrale va s'écrouler complètement. Les couches extérieures de l'étoile ne vont plus être portées par rien, vont tomber sur le cœur qui sera extrêmement dense et vont rebondir pour ensuite former ce que s'appelle une supernova, donc avec une émission visible extrêmement intense. Ça, c'était pour les étoiles extrêmement massives. En fait, donc, le destin des étoiles dépend de leur masse. Les étoiles moyennes vont former plutôt une géante rouge, puis une nébuleuse planétaire, et enfin, à la fin, le résidu ultime sera une naine blanche, tandis que les étoiles très massives vont, dans leur cycle de vie, passer par une étape de supergéante rouge, puis vont exploser sous la forme d'une supernova, qui peut aboutir à deux résidus, soit une étoile à neutrons et en particulier un pulsar, soit si l'étoile est vraiment très massive, peut aboutir à la formation d'un trou noir stellaire tels qu'ils ont été décrits dans la présentation de Françoise tout à l'heure. Alors, une illustration d'artiste faite par l'ESA et la NASA vous montre voilà, cette explosion ultime de supernova, dans lequel l'étoile va s'effondrer en environ une seconde sur elle-même, puis va expulser les couches externes sous la forme d'une onde de choc que vous voyez ici s'étendre dans l'univers. Donc, je précise qu'ici, on est vraiment sur une vue d'artiste, une simulation numérique, ce n'est pas une observation réelle. Mais cette onde de choc est un plasma très chaud qui va se propager dans l'univers sous la forme d'une bulle, correspondant un peu à ce qu'on a vu dans le survol de la Voie lactée en rayons gamma, et qui peut conduire à l'accélération de particules jusqu'à des énergies très élevées. En résumé, donc, je remets ici en haut à droite la vue d'artiste, mais en bas, vous avez une observation multilongueur d'onde d'un reste de supernova qui est finalement très ressemblant et qui montre ici le contenu d'un reste de supernova, dans lequel on a la partie centrale ici en blanc qui correspond à de la matière extrêmement chaude et la partie qui est bleutée à l'extérieur qui correspond au rayonnement synchrotron d'électrons qui vont être accélérés dans cette onde de choc. On a donc une onde de choc qui balaye la matière interstellaire à des vitesses de l'ordre de 1000 km par seconde sous la forme d'une coquille très chaude en expansion. L'intérieur de ces supernovas est à environ 1 million de degrés, correspond à une énergie libérée absolument gigantesque, 10 puissance 16 fois une bombe thermonucléaire, ou 10 puissance 44 joules. Et pourquoi on s'intéresse à ces restes de supernovas? Ce sont probablement les meilleurs candidats pour expliquer les rayons cosmiques jusqu'à des énergies de 10 puissance 15 électronvolts qui bombardent la Terre, et cela pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il faut à peu près, on sait qu'il y a à peu près une explosion de supernova par siècle et par galaxie. Il suffit que 10% de l'énergie d'explosion de cette supernova soit utilisée pour accélérer des rayons cosmiques, pour expliquer le flux de rayons cosmiques qu'on observe sur la Terre. Et donc, les chiffres qu'on a derrière ça indiquent que ces restes de supernova sont probablement une des plus importantes classes d'accélérateurs cosmiques dans la galaxie. Alors, ces restes de supernova ont été observés en astronomie gamma à très haute énergie. Et vous voyez ici à droite, 5 d'entre eux qui sont observés en rayon X sur les images de gauche et en rayon gamma à très haute énergie sur les images de droite. Et on voit en fait une corrélation très nette entre les régions d'émission en rayon X et en rayon gamma dans les deux cas. Plus ou moins nette selon les objets. C'est très net, par exemple, sur la supernova SN 1006, qui, comme son nom l'indique, a explosé en 1006, a été observée sur la Terre en 1006. Et cette corrélation entre le rayonnement observé en rayon X et en rayon gamma indique que ce sont probablement les mêmes particules qui sont à l'origine des deux rayonnements à travers des mécanismes qu'on appelle rayonnement synchrotron en rayon X et rayonnement inverse Compton en rayon gamma. Donc, les mêmes électrons sont capables de produire du rayonnement dans les deux gammes. Cela indique également que les restes de supernova sont capables d'accélérer des rayons cosmiques jusqu'à au moins des énergies de l'ordre de 100 téraélectronvolts, donc 10 fois ce qu'on est capable de faire sur la Terre, mais pas au-delà. Et on sait qu'il y a des rayons cosmiques jusqu'à des énergies encore beaucoup plus élevées que ces 100 téraélectronvolts. Cela n'indique pas très précisément non plus quelles particules sont accélérées dans les restes de supernova. Il reste la possibilité d'avoir soit des protons, soit des noyaux, soit des électrons.
Le paysage, la compréhension de ces restes de supernova a beaucoup évolué au cours des dernières années. Et le diagramme que je vous montre ici peut paraître un petit peu fouillis, mais en fait, il va s'éclaircir quand on va classer les restes de supernova par âge. Ce que vous avez ici, en fait, c'est la quantité d'énergie émise dans le reste de supernova en fonction de l'énergie des photons, et qui est sur l'axe horizontal et qui est ici exprimée en électronvolts. En fait, ce qu'on observe, c'est que les supernovas les plus jeunes vont émettre principalement dans le domaine du gigaélectronvolt, donc 1 milliard de fois l'énergie des photons visibles, et pas tellement au-delà. Ensuite, lorsque le reste du supernova prend de l'âge, et typiquement 1000 à 3000 ans, on observe une émission préférentiellement dans le domaine de la dizaine de téraélectronvolts, donc environ 1000 fois encore plus énergétique. Et lorsque le reste de supernova devient véritablement plus âgé, l'émission devient de nouveau plus importante à basse énergie. Cela, on peut l'exprimer en fait de façon relativement simple, en considérant qu'il faut du temps pour produire des particules à ces énergies colossales. Et si on a une accélération qui est progressive, eh bien, cela prend plusieurs milliers d'années pour accélérer des particules jusqu'à 100 téraélectronvolts. Et donc, les supernovas les plus jeunes ne sont pas capables d'accélérer des particules jusqu'à ces énergies colossales. Il faut du temps pour accélérer les particules, mais ensuite, l'onde de choc de la supernova, à force de rencontrer la matière interstellaire, va commencer à ralentir, va commencer à perdre en efficacité et ne sera plus capable d'accélérer des particules jusqu'aux énergies les plus élevées. Et donc, dans les sources qui sont observées au téraélectronvolt, il y en a une poignée qui correspondent à ce type d'objet. L'autre type d'objet qui a émergé ces dernières années dans cette astronomie, ce sont les pulsars. Et les pulsars sont donc des résidus ultimes d'une étoile ayant explosé et correspondent en fait à une étoile à neutrons en rotation rapide. Une étoile à neutrons, comme son nom l'indique, c'est une étoile qui n'est composée plus que de neutrons, c'est-à-dire qu'au moment de l'effondrement de l'étoile, tous les protons ont fusionné avec les électrons pour fabriquer des neutrons, ce qu'on appelle un processus de neutronisation. Ce sont des objets qui ont une densité absolument incroyable, de l'ordre de 10 puissance 15 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire qu'il faut imaginer à peu près le Soleil à l'intérieur du périphérique. Et ces étoiles sont très magnétisées, elles ont conservé leur moment cinétique et comme on disait tout à l'heure, certaines d'entre elles peuvent tourner jusqu'à 1000 fois par seconde sur elles-mêmes. Et donc, en fait, elles se comportent un peu comme un phare qui balaye l'univers et qui peut émettre un rayonnement le long de l'axe de son champ magnétique en particulier, qui va ainsi balayer la Terre. Et vous voyez ici, lorsque le faisceau va rencontrer la direction de la Terre, on va voir apparaître finalement un signal qui est clignotant. Alors, des pulsars, on en connaît plusieurs milliers. Des pulsars capables d'émettre en rayonnement gamma à basse énergie, on en connaît quelques centaines maintenant. Et des pulsars capables d'émettre jusqu'au téraélectronvolt, on en connaît 3 à l'heure actuelle, qui sont des découvertes très récentes, en particulier le pulsar de la nébuleuse du Crabe, celui de Vela, et le dernier venu qui s'appelle PSR B1706.44, qui correspond à sa position sur le ciel. Et vous avez ici les observations réalisées par l'observatoire S, où on voit en fonction de la phase, c'est-à-dire en fonction du temps, finalement, ce pic apparaître périodiquement. Et donc ce pic, cette émission périodique est liée à l'intersection du faisceau du pulsar avec la direction de la Terre. On ne s'attendait pas du tout à avoir une observation au téraélectronvolt d'une émission pulsée, parce que les pulsars sont des objets qui sont très magnétisés, avec des champs magnétiques colossaux, et donc les particules chargées ne peuvent pas en fait survivre dans son environnement. Un électron dans un champ magnétique extrêmement intense va perdre son énergie par rayonnement synchrotron et va perdre son énergie sur des échelles de temps de quelques dizaines d'années. Et donc il apparaissait peu vraisemblable d'obtenir une émission au téraélectronvolt de ces objets, vu les champs magnétiques présents à l'intérieur. On arrive à réconcilier ça avec les observations en supposant qu'en fait l'accélération des particules ne se fait pas au voisinage immédiat du pulsar, mais se fait pas mal plus loin, 10 fois la taille du pulsar au minimum, de façon à ce que les particules accélérées à grande distance puissent survivre au moins quelques milliers d'années. Alors, ces pulsars sont en général pas isolés, puisqu'ils sont le résidu d'une explosion d'étoiles, et donc ils sont
ils ont été au moins dans le passé entourés par une onde de choc de supernova. Et on a parfois une image rémanente de cette explosion de supernova. On ne voit pas l'explosion elle-même, mais on voit au centre ce qu'on appelle une nébuleuse à vent de pulsar. C'est-à-dire que dans l'histoire de cette étoile, l'étoile, lorsqu'elle est morte, a produit une supernova qui a produit cette onde de choc ici, orange, en expansion dans l'univers. Cette onde de choc a commencé à ralentir en rencontrant la matière stellaire. La matière qui était envoyée derrière a rencontré cette onde de choc et a produit ce qu'on appelle un choc inverse, c'est-à-dire que la matière a rebondi sur cette onde de choc pour revenir vers l'intérieur, revenir en direction du pulsar. Et ce faisant, elle a commencé à comprimer toutes les particules et les champs magnétiques présents au voisinage du pulsar, créant ce qu'on appelle ici une nébuleuse. Donc, cette nébuleuse synchrotron est alimentée par des particules provenant du pulsar, des électrons et des positrons, qui vont rayonner un rayonnement très intense en rayon X et qui sont également capables de rayonner en rayonnement gamma. On arrive à observer dans ces objets-là, finalement, l'évolution des électrons eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive à voir, on a ici une nébuleuse à vent de pulsar, dans lequel le pulsar est en fait indiqué, et là où est ma flèche au centre du cercle, je ne l'ai pas indiqué précisément. Et on observe une émission au téraélectronvolt qui s'étend sur des très grandes distances. Et quand on regarde plus précisément, on s'aperçoit que près du pulsar, on a des électrons qui sont très énergétiques, qui vont jusqu'à des énergies très élevées. Et à mesure qu'on s'éloigne du pulsar, l'énergie des électrons décroît, c'est-à-dire qu'on a des électrons qui sont plus âgés et qui ont perdu une fraction importante de leur énergie en se diffusant dans l'univers. Et en fait, donc, ce qu'on mesure là, c'est le fait que des électrons soient émis ici, près du pulsar, vont ensuite diffuser de façon erratique dans la galaxie et vont, en s'éloignant de leur mère, en quelque sorte, perdre progressivement de l'énergie. Un troisième type d'objets particulièrement intéressant dans la galaxie sont les systèmes binaires, parce que plus de la moitié, environ 70% des étoiles de la galaxie, vivent sous la forme de systèmes binaires, de couples, si vous voulez, et parfois de systèmes ternaires. Alors ici, c'est une illustration qui provient de Star Wars, c'est la planète Tatooine, mais ce n'est pas toujours aussi simple. La relation est parfois compliquée, et vous avez notamment parfois des systèmes binaires dans lesquels l'une des deux étoiles est déjà morte et a déjà formé un trou noir et une étoile à neutrons. Et dans ce cas-là, elle peut être en quelque sorte starophage, c'est-à-dire commencer à avaler la matière de son étoile compagnon, formant ainsi un disque d'accrétion, un peu similaire à ce qui a été montré tout à l'heure dans les noyaux actifs de galaxies. Donc, de matière qui tombe en spiralant sur... je vais essayer de remontrer la vidéo. Voilà, vous avez la matière ici qui est attirée par l'objet compact, trou noir ou étoile à neutrons, qui tombe en spiralant et qui va produire deux jets de plasma de part et d'autre du disque d'accrétion. Donc, ces dernières années, on a découvert également une poignée de ces systèmes binaires émettant en photons gamma de très haute énergie. L'un m'intéresse particulièrement, qui s'appelle LS5039. Alors, c'est un système très inhospitalier, puisque vous avez une étoile ici qui est massive, 20 masses solaires, qui est très chaude et qui émet du rayonnement essentiellement ultraviolet. Vous avez un objet compact ici qui est représenté en noir, qui est soit un trou noir, soit une étoile à neutrons, et qui est en orbite très serrée autour de l'étoile, à une distance qui représente seulement 10% de la distance Terre-Soleil. C'est-à-dire que si vous habitiez sur cet objet noir, votre Soleil ferait à peu près 60 degrés sur le ciel, et donc serait absolument colossal avec une température infernale. Cet objet tourne autour de l'étoile très rapidement également, du fait de sa proximité, avec une période de 3,9 jours. Et on observe des structures en radio qui sont possiblement des jets. Cet objet a été observé très longuement par l'observatoire S et a permis de montrer que sous certaines conditions, la lumière est opaque à la lumière. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît en astronomie à très haute énergie, mais qu'on n'observe pas dans beaucoup d'endroits. En fait, ce qu'on observe ici, c'est qu'on observe que l'émission gamma varie au cours du temps à la même période que la période de rotation de l'objet compact autour de son étoile.
et en particulier quand l'objet compact est derrière l'étoile, même s'il n'est pas masqué, même s'il n'y a pas d'ombre, son rayonnement est absorbé, alors que quand l'objet compact est devant l'étoile, on l'observe particulièrement intense. L'explication qui a été fournie pour ce phénomène est que lorsque l'objet compact est derrière l'étoile, les photons gamma émis par cet objet compact vont interagir avec la lumière de l'étoile, vont être absorbés sous forme de création de paires et donc vont se transformer en une paire de positrons et d'électrons. Et la lumière est ainsi absorbée par la lumière elle-même. Donc finalement, on observe le fait que la lumière de très haute énergie, les photons gamma, peuvent être absorbés par la lumière de basse énergie. Et l'absorption est modulée par la géométrie, donc varie en fonction des positions respectives des deux objets. Enfin, je vais terminer pour la galaxie elle-même par un voyage vers le centre de la Voie lactée. Et comme il a été dit tout à l'heure, le centre de la galaxie est habité par un trou noir supermassif qui fait environ 4 millions de fois la masse du Soleil. C'est une région qui est extrêmement complexe, avec notamment des régions de formation d'étoiles, comme les régions SGR B2 ici, SGR B1, etc., qui sont à proximité immédiate du trou noir, dans lequel on a des structures magnétiques complexes telles que des filaments que vous voyez là. Et il y a également des nombreux résidus d'explosion d'étoiles, comme par exemple cet arc de cercle qu'on voit ici. Comme ici, on voit en haut, ici, on voit un cercle avec un point lumineux au centre. En fait, le cercle extérieur, c'est le résidu d'une explosion d'étoiles, c'est-à-dire un reste de supernova, une onde de choc en expansion. Et le point central, c'est le pulsar et sa nébuleuse. Et donc, cette région est très intéressante de par sa complexité. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'au centre, vraiment au centre de la Voie lactée, compatible avec la position du trou noir, on a une source gamma qui est très intense, qui est donc potentiellement associée au trou noir lui-même. Et on a en outre une émission diffuse, c'est-à-dire que toutes les régions centrales de la galaxie sont brillantes en rayons gamma. Et on pense à l'heure actuelle que toute cette émission qui est au voisinage du trou noir central est produite par l'activité passée du trou noir, que ce trou noir aurait dans le passé expulsé de la matière sous la forme de protons et de noyaux, que cette matière aurait diffusé, se serait propagée dans la galaxie, et en se propageant dans la galaxie, aurait rencontré la matière interstellaire, aurait produit des pions neutres, des pi zéro, qui se seraient ensuite désintégrés en photons gamma. Il se trouve que c'est probablement la source la plus énergétique de toute la galaxie et peut-être la seule qui soit capable de monter jusqu'à 1000 téraélectronvolts, c'est-à-dire 10 puissance 15 électronvolts. Je vais maintenant, pendant les minutes qui me restent, sortir de la Voie lactée et aller beaucoup plus loin dans l'univers. Et nous allons revoir les objets que nous avons vus tout à l'heure avec Françoise Combe, et en particulier les noyaux actifs de galaxies. Et donc, vous vous souvenez que de nombreuses galaxies habitent un trou noir supermassif qui peut aller jusqu'au milliard de masses solaires, comme par exemple dans le cas de la galaxie M87, que ces trous noirs sont entourés par un disque d'accrétion de matière qui va tomber en spiralant sur le trou noir. Pardon, le disque d'accrétion est au centre. Et peuvent être aussi accompagnés de jets de plasma ultra-relativistes qui redistribuent de la matière dans l'univers et qui vont donc ici qui sont focalisés par les champs magnétiques et qui vont donc extraire finalement de la matière de la galaxie haute pour l'envoyer dans l'espace interstellaire. Et vous voyez ici en bas donc NGC 4261, dans lequel la galaxie haute, ce sont tous les points blancs qu'on voit ici au centre. Ces jets de plasma s'étendent sur des distances qui sont jusqu'à 10 fois la taille de la galaxie elle-même, donc largement dans l'espace intergalactique. Et quand on regarde au centre, on voit le disque d'accrétion et l'environnement immédiat du trou noir. En photons gamma de très haute énergie, on s'intéresse à une classe particulière de ces objets, qui sont ceux pour lesquels le jet de plasma est dans la direction de la Terre. Et donc, dans ce cas-là, on est totalement aveuglé par le jet de plasma, on ne voit quasiment plus que lui, on ne voit plus la galaxie haute, et on appelle ça à ce moment-là, ici, dans ce cas-là, des blazars. Alors, juste pour vous montrer, encore une fois, une vue d'artiste, voici une vue d'artiste de l'intérieur d'un noyau actif de galaxie. Alors ici, les jets de plasma ne sont pas représentés. Donc, on plonge ici vers l'intérieur de la galaxie. On voit apparaître ici au centre le disque d'accrétion
en rotation rapide avec la matière qui tombe en spiralant et qui émet notamment en rayon X. Et ici, une illustration, évidemment, l'image n'est pas réelle, du trou noir central avec les jets de plasma qui émergent des deux côtés. On connaît maintenant au moins 80 de ces objets en rayons gamma de très haute énergie, ce qui permet de mieux modéliser leur émission, comprendre comment les différents blocs de plasma sont émis dans ces objets, comment l'accélération de particules peut se faire. Et un aspect qui est très surprenant est celui que cette émission au téraélectronvolt est variable sur des échelles de temps très courtes. Et ça, c'est très surprenant. Vous avez ici un de ces objets sur lequel on voit l'intensité lumineuse fluctuer. L'échelle horizontale est en minutes, c'est-à-dire qu'on a ici des objets qui sont associés à des trous noirs pouvant faire des milliards de fois la masse du Soleil et dont la luminosité peut varier d'un facteur 2 en 1 minute, ce qui est extrêmement difficile à concevoir pour des raisons de causalité. Ça veut dire que la région d'émission, qui est à l'origine de cette émission, correspond à environ 1 minute-lumière, qui est seulement 100 fois plus que l'horizon du trou noir. Donc, c'est des régions qui sont extrêmement proches du trou noir central. Si on pouvait écouter cet objet, voilà ce que ça donnerait. Et on perçoit en fait que cette émission est un peu chaotique, elle n'est pas régulière. Alors, on étudie ces objets maintenant à l'aide de techniques statistiques pour essayer de comprendre l'origine de ces émissions. Et très vraisemblablement, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, à la base des jets de plasma émis de part et d'autre du trou noir central, on a, comme ça a été montré tout à l'heure, des petits blocs, des grumeaux de plasma qui sont éjectés, qui vont à des vitesses différentes, qui parfois vont se rencontrer les uns les autres, et lors de ces différentes collisions, peuvent engendrer l'accélération de particules jusqu'à des énergies très élevées. On ne sait pas jusqu'à quelle énergie, à l'heure actuelle, ces blazars sont capables d'accélérer des particules, au moins quelques dizaines, quelques centaines de TeV, peut-être plus. La dernière classe de sources, et peut-être la plus violente que je vais aborder maintenant, sont les sursauts gamma, qui sont les explosions les plus violentes et les plus distantes dans l'univers. On les observe jusqu'à des redshifts de l'ordre de 6, si je me souviens bien. Ce sont des explosions qui sont très brèves, qui peuvent durer l'émission gamma peut durer de quelques secondes pour les plus courts jusqu'à quelques minutes pour les plus longs. Et on a essentiellement deux mécanismes qui sont envisagés, soit la fusion d'étoiles à neutrons avec ce qu'on appelle une kilonova, soit l'effondrement d'étoiles massives, comme illustré sur cette vidéo, où lorsqu'une étoile s'effondre sur elle-même, deux jets de plasma peuvent, de part et d'autre de l'étoile, la transpercer. Et ce jet ultra-relativiste, lorsqu'il interagit avec le milieu interstellaire, peut conduire à l'accélération de particules jusqu'à des énergies très élevées. Et donc là, c'est ce qui est illustré à l'instant même sur la vidéo, où on voit l'onde de choc ici se former lorsque le jet de plasma rencontre la matière interstellaire. Alors, concernant les sursauts gamma, il y a eu en fait 3 détections récentes, dont 2 par S, l'une en 2018, l'autre en 2019. Donc, ce sont des sursauts gamma relativement proches. Pour le premier, le redshift est de 0,6. Pour le second, je crois qu'il était de 0,5. Et la grande surprise a été que finalement, l'émission à très haute énergie a duré plus longtemps que l'émission à basse énergie. Le premier, celui de 2018, on l'a vu 10 heures après l'explosion initiale. Le second, on l'a vu pendant 2 jours. Et dans les 2 cas, en fait, c'est dans ce qui s'appelle la phase rémanente, c'est-à-dire lors de l'interaction du jet produit à l'explosion de l'étoile avec la matière interstellaire. Et c'est illustré ici sur ce diagramme en bas à droite, où on voit la luminosité en fonction du temps. Donc le T0 est à gauche, le moment où l'étoile a explosé. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on a cette émission rémanente qui décroît régulièrement avec le temps. En fait, elle décroît de façon inversement proportionnelle au temps. Et c'est observé aussi bien en rayon X qu'en rayon gamma à très haute énergie. Et ça implique notamment que des particules sont accélérées finalement sur des échelles de temps très courtes, puisque ici, on va avoir des sources qui sont capables d'accélérer des particules jusqu'au téraélectronvolt en quelques heures, et qui était quelque chose qui n'était pas trop
perçu auparavant. Et donc, a été vraiment une surprise de ces dernières années. Je vais arriver à mes conclusions. Donc, l'astronomie gamma, c'est finalement de très haute énergie, c'est une discipline récente. C'est illustré sur ce graphique ici. On voit que la première source a été observée en 1989, c'était la nébuleuse du Crabe. Il s'en est suivi ensuite une croissance régulière. On est maintenant à environ 200 objets connus sur le ciel, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Ce ciel gamma est très différent du ciel habituel. Il est formé d'objets jeunes, en interaction, nombreux et variés. Ce sont des phénomènes transitoires impliquant des quantités d'énergie colossales sur des échelles de temps très courtes et qui changent quand même beaucoup notre vision de l'univers. Et dans la dernière minute, je vais vous laisser une nuit avec S pour vous montrer la beauté du ciel en Namibie, avant de prendre vos questions. Là, vous voyez les deux nuages de Magellan, qui sont particulièrement bien visibles de l'hémisphère sud. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mathieu Demeroy, pour cette présentation extrêmement documentée, extrêmement belle aussi en termes d'animation. Et je vais profiter d'ailleurs de ce que vous publiez là en ce moment, cette image de Namibie, pour vous poser finalement une question. Pourquoi la Namibie? Pourquoi ce choix particulier de ce pays et qu'est-ce qui a conduit finalement à ce que S soit installé à cet endroit? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on a des télescopes qui sont extrêmement sensibles à la lumière parasite. On ne peut fonctionner que par des nuits noires, sans lune, sans nuages, ce qui représente à peu près 10% du temps, et loin de toute ville. Donc, des endroits qui soient loin de toute ville, bon, il y en a un certain nombre sur la planète, mais ça ne suffit pas. Le deuxième aspect, c'est qu'on regarde ces cascades de particules qui se développent dans l'atmosphère, et donc il ne faut pas être trop haut, parce qu'il faut laisser le temps à la cascade de se développer, mais il ne faut pas être trop bas, sinon la lumière est absorbée. Et il y a donc un optimum qui est aux alentours de 2 km d'altitude. Donc déjà, on réduit un peu les possibilités en cherchant un plateau désertique à 2 km d'altitude, loin de toute ville. Et le dernier aspect, c'est qu'on pressentait que les régions les plus intéressantes, c'était le centre de la galaxie. Et quand on est au tropique du Capricorne, le centre de la galaxie transite à peu près au zénith. Et donc finalement, les deux endroits les meilleurs sur la planète, c'est soit l'Argentine, le Chili, soit l'Afrique australe. Il y a un projet sur le Chili ou l'Argentine? Tout à fait. Oui, en fait, donc, là, donc, cette phase avec S est en train de se terminer. L'expérience va encore fonctionner quelques années, mais il y a aussi deux expériences concurrentes qui s'appellent MAGIC aux Canaries et Veritas aux États-Unis. Et les trois collaborations se sont mises ensemble pour concevoir un nouveau réseau qui s'appelle CTA, Cherenkov Telescope Observatory, et qui sera distribué sur deux sites, l'un au Chili et l'autre aux Canaries, et qui sera constitué de beaucoup plus de télescopes, une centaine. Et donc, il sera beaucoup plus performant. Alors, j'essaie de rassembler les questions en faisceau, puisque c'est votre spécialité. Là, pour le premier faisceau venait des explications sur finalement les messagers, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive du ciel. Première question, c'est quelle est la part des rayons cosmiques qui est due aux éruptions solaires? C'est-à-dire, finalement, comment distinguer
pratiquement en termes de proportion ce qui est émis par le Soleil, dont on connaît les explosions et les crises du reste. Ensuite, directement lié à cette question, finalement, un certain nombre d'internautes et de gens qui nous suivent s'interrogent sur notre exposition à ces rayons, en particulier s'étonnent de ce que les cellules humaines qui sont traversées par des particules cosmiques de façon régulière n'engendrent pas plus de mutations. Et vous avez effectivement en plus pointé du doigt dès le départ notre, alors on va dire peut-être spatio-dépendance, ou en tout cas notre dépendance à cet environnement, puisque l'atmosphère de la Terre ne protège pas complètement. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, je vais juste partager à nouveau juste un transparent, qui est celui-ci, qui illustre finalement donc, la quantité de rayons cosmiques en fonction de l'énergie. Ceux qui proviennent du Soleil sont essentiellement ceux de basse énergie, aux alentours du gigaélectronvolt. Pardon. Mais dès qu'on monte en énergie, la contribution du Soleil devient négligeable. Et donc là, les rayons cosmiques au-delà du gigaélectronvolt proviennent principalement de ces sources galactiques et extragalactiques. Alors, vous l'avez mentionné, l'atmosphère terrestre nous protège, en partie, mais pas totalement. Nous protège évidemment mieux dans les régions plus équatoriales de la Terre. Il nous protège beaucoup moins au pôle, où les particules peuvent pénétrer plus profondément dans l'atmosphère. De façon générale, donc, ces rayons cosmiques introduisent des mutations. Vous avez chaque seconde à peu près 1 million qui passent à travers votre main en ce moment même. Ces mutations peuvent être délétères pour un individu, peuvent induire des cancers, mais elles sont globalement positives pour une espèce puisqu'elles accélèrent l'évolution en créant des mutations dont certaines sont favorables et d'autres ne le sont pas. Le flux de rayons cosmiques dans l'univers, à notre échelle de temps, sont quasiment stables. Mais dans le passé, ils ont pu créer des phénomènes beaucoup plus violents. Et je vais juste partager une nouvelle diapo. Dans le passé, en fait, il est possible même qu'une explosion de supernova ait induit un flux de rayons cosmiques tel qu'il aurait engendré une extinction de masse. Et ça provient d'archives fossiles qu'on a dans la limite Pliocène-Pléistocène, donc 2,5 millions d'années, qui indique un niveau de fer 60 beaucoup plus élevé que dans les autres couches sédimentaires. Et ce fer 60, précisément, il est formé dans les explosions de supernova. Et donc ça, c'est attribué à l'explosion d'une supernova proche qui sera à environ 150 années-lumière, qui aurait bombardé la Terre de rayons cosmiques, ces rayons cosmiques auraient détruit la couche d'ozone, auraient fabriqué des oxydes d'azote en grande quantité dans l'atmosphère, aurait augmenté l'irradiance UV d'un facteur 2 à peu près, le rayonnement UV au sol, et donc aurait produit des dommages très importants sur l'ADN, sans que les rayons cosmiques eux-mêmes n'atteignent le sol, mais les dégâts qu'ils auraient faits dans la haute atmosphère auraient suffi à provoquer une extinction de masse. Ça reste débattu, mais donc il est tout à fait envisageable que ces rayons cosmiques, quand ils sont trop nombreux, conduisent à des catastrophes. Ça pourrait être le cas d'une étoile comme Bételgeuse, dont on a pu voir récemment la luminosité varier dans le ciel. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une première chose. On a parlé aussi, il y a eu un débat assez récent sur la contribution des rayons cosmiques sur le climat. Est-ce qu'aujourd'hui, ce débat est encore dans la communauté ou pas du tout? Je crois que oui. Je ne suis pas spécialiste de ça. Mais ça a été débattu, effectivement. Alors, j'ai aussi quelques transparents là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez que je les montre. Il y a aussi des effets sur l'électronique. Mais... Alors, sur le climat, oui, je peux partager également de nouveau un transparent. Alors, en fait, il y a un lien notamment entre les nombres de taches solaires et la température moyenne sur la Terre. Vous avez ici, sur l'axe vertical, le nombre de taches solaires et la partie, donc, notamment 1600-1700, correspond au minimum, au petit âge glaciaire donc, du XVIIe siècle. Et je ne suis pas absolument certain, mais il me semble que ça a été interprété en termes de flux de rayons cosmiques en provenance du Soleil. Il y a d'autres évidences également. Il y a une corrélation qui est avérée entre les flux de rayons cosmiques
et le climat ici, donc, où on mesure en fait la quantité de rayons cosmiques, notamment dans les glaces du pôle sud, ainsi que de beryllium 10, ce sont les beryllium 10, pardon, c'est le graphique qui est en bas, où on voit cette quantité qui varie au cours du temps. Et en fait, la quantité de ce beryllium 10 et de carbone 14, comme ils sont produits par les rayons cosmiques, sont un traceur de l'arrivée des rayons cosmiques sur la Terre. Et ici, on voit une corrélation effectivement entre les rayons cosmiques, entre le flux de rayons cosmiques et la température. C'est pas, pour moi, je crois que c'est pas totalement tranché, mais il y a également le fait qu'il y a une modulation à très long terme du flux de rayons cosmiques qui est liée à la rotation de la galaxie, qui induit un changement avec une période de 140 millions d'années, qui pourrait être lié notamment aussi aux glaciations. Alors, d'autres questions sur les sources gamma cette fois. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer, on a quelques questions là-dessus, pourquoi les sources gamma sont alignées avec le plan galactique? Vous nous avez expliqué que c'était des objets jeunes, mais pourquoi cet alignement, je dirais, aussi strict et aussi surprenant d'une certaine façon? Je vais encore vous montrer un transparent en fait. Alors, je vais vous montrer la Voie lactée à toutes les longueurs d'onde. Vous avez ici la Voie lactée à différentes longueurs d'onde, donc en radio en haut, l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène ici, qui est la deuxième figure, traduit en fait la matière qui est présente dans la galaxie sous forme d'hydrogène atomique. Et vous voyez qu'en fait cette distribution est très étroite. De la même façon, la troisième, c'est le gaz ionisé, et le quatrième, c'est le gaz moléculaire. Toutes ces distributions-là sont très, très, très étroites et correspondent vraiment à la matière présente dans la galaxie. Et les observations montrent que les sources gamma ont à peu près la même distribution et donc sont vraiment corrélées à la présence de matière et non pas, alors que d'autres sources, comme par exemple les sources de rayons X, sont des sources beaucoup plus anciennes qui peuvent avoir été formées dans le plan galactique, ont eu une vitesse initiale relativement importante et en sont sorties. Là, les sources gamma, elles sont restées attachées au plan de la galaxie, elles sont restées attachées à la matière, en quelque sorte. Et l'origine de pourquoi cette dimension particulièrement étendue, comme vous le pointiez? Particulièrement étendue, c'est-à-dire… Vous avez montré effectivement des sources qui sont extrêmement étendues dans le ciel, sur cette ligne toujours. Oui, alors ça, c'est lié notamment en ce qui concerne les restes de supernova. Vous avez cette onde de choc qui est en expansion à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Et donc, si l'objet est suffisamment proche, en quelques milliers d'années, il devient très grand. Alors, est-ce que l'on peut, par exemple, parce que vous avez signalé des objets, je pense en particulier au pulsar du crabe, dont on a finalement un historique pratiquement dans toutes les longueurs d'onde, et je dirais un historique humain pour le compte. Est-ce que l'astronomie gamma, je dirais, se corrèle avec d'autres modes d'observation dans d'autres longueurs d'onde pour finalement s'enrichir mutuellement? Oui, ça c'est vrai d'ailleurs, pas seulement sur le pulsar du crabe. C'est quand même une évolution très générale de toute l'astronomie moderne que d'évoluer vers un panorama qu'on appelle multimessager, multilongueur d'onde. De plus en plus, on fait travailler tous les instruments ensemble pour regarder sur l'intégralité du spectre. On va regarder le même objet, de la radio jusqu'au rayonnement gamma. Ne serait-ce que pour illustrer ça, lors de l'explosion de la kilonova, GRB 1807, il y avait 80 observatoires sur la planète qui observaient en même temps, dont nous. Il se trouve que cet objet-là n'a pas émis en gamma, donc on n'a pas eu de résultat. Mais c'est vrai que de plus en plus, la compréhension fine des mécanismes se fait par une observation à travers tous les instruments. Et dans le cas de la nébuleuse du crabe, on l'observe en rayon X en même temps qu'on l'observe en rayon gamma. On l'observe en rayon gamma de basse énergie avec le satellite Fermi et on fait ces observations, ces modélisations conjointes, oui, bien sûr. On a reçu aussi une question qui est liée à cette… Est-ce qu'on a détecté des sursauts gamma conjointement avec une onde gravitationnelle, comme pour l'événement GW 170817? Alors, il y en a eu un, oui, celui-là. C'est un sursaut gamma, mais c'est un sursaut gamma court, pas un sursaut gamma long. Dans les deux catégories de sursauts gamma, les courts sont vraisemblablement associés à la coalescence d'étoiles à neutrons, et typiquement, ils ne durent pas plus de 2 secondes, donc ils sont très difficiles à détecter au sol,
il faut avoir des télescopes extrêmement rapides pour avoir une chance éventuelle de les détecter, ou il faut qu'ils se produisent de façon accidentelle dans le champ de vue. Et ça, ces événements sont trop rares à l'heure actuelle, donc on n'en a pas observé des sursauts gamma courts vus en gamma et à très haute énergie et associés à des fusions d'étoiles à neutrons. Et quant aux sursauts gamma longs, ils peuvent éventuellement émettre des ondes gravitationnelles, c'est pas tranché si l'explosion d'étoiles n'est pas symétrique, mais dans le cas d'une explosion d'étoiles qui serait totalement symétrique, on n'attend pas d'émission d'ondes gravitationnelles de ces sursauts gamma. Cela dit, ça reste ouvert. Alors, une autre chose qui peut surprendre, vous avez signalé l'équivalent d'une supernova dans la galaxie par siècle. Ça, c'est pour l'univers actuel, si je puis dire. C'était sans doute pas la même chose il y a 1 milliard, 5 milliards d'années. Quelle est l'importance du bruit de fond? Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des événements qui restent en permanence dans l'univers ou particulièrement dans la galaxie? Est-ce qu'on peut distinguer, je veux dire, le bruit de fond des événements locaux? Alors, là, en fait, il y a plusieurs aspects dans votre question. La première, c'est que le chiffre que j'ai donné, c'est un chiffre qui correspond à une galaxie telle que la Voie lactée, mais qui n'est pas valable pour toutes les galaxies, y compris à l'heure actuelle. Il y a notamment des galaxies qu'on appelle des galaxies à flambée d'étoiles, comme NGC 253, dans lequel le taux de formation d'étoiles peut être un facteur 10 ou 100 plus élevé que celui de la Voie lactée, et dans lequel le taux d'explosion de supernova peut également être 10 à 100 fois plus élevé. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, sont observés en rayons gamma, je ne l'ai pas mentionné. Et donc, ce chiffre-là, c'est vraiment pour notre galaxie et pour des galaxies similaires à la nôtre. Ensuite, jusqu'à environ 10 puissance 15 ou 10 puissance 17, on ne sait pas très bien électron-volt, les rayons cosmiques qui sont observés sur la Terre proviennent de notre galaxie. Et donc, on s'intéresse au flux de rayons cosmiques sur Terre. On arrive à obtenir des informations sur le flux de rayons cosmiques dans le grand nuage de Magellan, etc., par d'autres techniques. Et l'argumentaire ne sera pas forcément exactement le même. Dans une galaxie où il y a beaucoup plus de supernovas, on s'attendra à avoir un flux de rayons cosmiques beaucoup plus élevé. Mais dans notre galaxie, le flux observé sur Terre est compatible avec le taux d'explosion de supernova que l'on connaît et qui est mesuré par aussi la quantité d'aluminium 26 qui est observée à l'intérieur du plan galactique. Vous avez parlé d'astronomie extragalactique, pas seulement dans notre Voie lactée, surtout à travers la manifestation de noyaux actifs. Est-ce qu'il y a une finesse qui permet, par exemple, de recevoir des rayons gamma qui proviendraient d'événements stellaires comme des supernovas dans d'autres galaxies? Non, pas à l'heure actuelle, excepté le grand nuage de Magellan, qui est une galaxie satellite de la Voie lactée, très proche. Peut-être des galaxies très proches telles que Andromède, mais ça apparaît vraiment à la limite de ce qui est faisable. Dans le nuage de Magellan, on connaît 4 sources gamma, on connaît un réseau de supernova, on connaît une source binaire et on connaît une nébuleuse avant de pulsar. Donc en fait, dans le bestiaire qu'on observe à l'intérieur de la Voie lactée, on sait qu'il existe le même dans le grand nuage de Magellan, ce qui est intéressant déjà. Une question sur le trou noir central de la Voie lactée. Qu'est-ce qui explique que certains trous noirs sont actifs et Sagittarius A en particulier n'émet pas de jet? Ça, alors je ne suis pas autant spécialiste des trous noirs que Françoise, peut-être qu'elle me corrigera après. Il y a aussi une question finalement d'histoire. C'est-à-dire que à mesure de l'évolution d'une galaxie, le trou noir central peut être actif pendant certaines périodes lorsque de la matière tombe dessus, et à d'autres périodes de l'histoire, il n'y a pas de matière qui tombe, il n'y a pas d'étoile au voisinage, et donc rien ne tombe sur le trou noir central, et donc il devient inactif. Il y a des indications assez solides pour montrer que le trou noir de la Voie lactée aurait vraisemblablement été actif dans le passé. Et en particulier, il y a des grands lobes qui sont observés en rayons gamma de basse énergie par le satellite Fermi, qui pourrait être la trace d'anciens jets de plasma. Je ne sais pas si François veut rajouter quelque chose là-dessus. D'accord. Quels sont les projets futurs de l'astronomie gamma? Qu'est-ce que vous attendez pour les années à venir? Alors, je l'ai déjà mentionné, il y a ce projet CTA qui est actuellement en phase de prototypage. Les premiers télescopes sont construits déjà sur les îles Canaries.
le site en Amérique du Sud, au Chili, n'est pas encore équipé, n'est pas encore construit. En principe, cet observatoire devrait commencer à fonctionner d'ici 4-5 ans à peu près. Et son objectif, c'est de gagner un facteur quasiment 10 en sensibilité, et donc de passer de 200 sources à peut-être 2000, et donc de commencer à étudier les populations de sources et non plus les sources individuelles, d'avoir également une meilleure résolution angulaire, et donc de mieux séparer les sources, etc. Et donc de faire en fait tout ce qu'on a fait là, mais mieux, et potentiellement également d'observer certains types de sources qu'on envisage et qui n'ont pas été détectées à l'heure actuelle, comme par exemple des clusters de galaxies qui pourraient potentiellement émettre des rayons gamma, mais qui ne sont pas à la portée des instruments actuels. Donc ça, c'est vraiment l'avenir à court et moyen terme. C'est cette technique qui était émergente, qui était nouvelle, qu'on a fait fonctionner avec un réseau de télescopes relativement petit, seulement 5 télescopes, de le déployer à beaucoup plus grande échelle. Par contre, avec évidemment quelque chose qui est beaucoup plus onéreux également. Je voudrais terminer par une question peut-être aussi plus personnelle. J'ai dit en introduction que vous avez été l'un des premiers à découvrir, à jeter un regard sur cet univers gamma, un univers qui est quand même fondamentalement un ciel très différent du ciel apparemment paisible que nous montrent les images des télescopes optiques, même si on a vu avec Françoise Combe que la découverte des éruptions et en tout cas des trous noirs a changé la donne. Mais je veux dire, quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert cet univers très violent, cet univers très différent, cet univers qui bouge tout le temps, cet univers dont vous nous avez montré qu'il pouvait être extrêmement rapide en énergie, en événements, extrêmement puissant en énergie. Comment ça a transformé votre vision de l'univers lui-même? Déjà, je dirais que j'ai eu une chance incroyable de vivre ça, et je perçois chaque jour la chance que j'ai eue d'être là quelque part au bon endroit au bon moment. Puisque finalement, dans l'aventure scientifique, il y a aussi une part importante de hasard. Et ça a été des années vraiment extrêmement excitantes et vraiment passionnantes. Donc j'en retire le sentiment d'une chance extraordinaire et d'une aventure qui pour moi, a été exceptionnelle. Je ne sais plus la suite de votre question. Non, c'était votre réaction, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui, ou en tout cas, qu'est-ce que vous attendez des années qui viennent? Je pense que de plus en plus, c'est vraiment la collaboration entre les différents instruments qui va être fondamentale. On voit cette émergence de l'astronomie gravitationnelle qui, pendant 20 ans, 30 ans, les gens ont travaillé d'arrache-pied sans que rien ne sorte. Et puis d'un seul coup, les instruments ont franchi un seuil. Et on a vu tout à l'heure 50 fusions de trous noirs, etc. Le monde des ondes gravitationnelles est en train de vivre ce décollage qu'on a vécu dans notre domaine il y a 15 ans. Et en fait, on est en train maintenant, au niveau mondial, de mettre ensemble tous les instruments, de les faire travailler en synergie. Et ça, je crois que c'est la grande évolution. On parle beaucoup, en fait, d'astronomie multilongueur d'onde, multimessager, et on parle aussi de time domain astronomie, ce qui est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on on ne regarde plus le ciel comme quelque chose de statique, mais on regarde vraiment le ciel comme quelque chose qui varie à toutes les échelles de temps. Et juste pour illustrer ça, on connaît maintenant des sources radio qui émettent sur des échelles de temps de la milliseconde, ce qu'on appelle les fast radio bursts, qui révolutionne encore une fois notre façon de voir l'univers. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur des échelles de temps du millier d'années, ce n'est pas seulement sur des échelles de temps de la dizaine d'années ou de l'année, il y a des choses qui se passent à la milliseconde. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est rendu possible par toutes les nouvelles techniques. Est-ce que pour vous, comme pour Françoise Combe, finalement, là aussi, c'est sur deux pieds, c'est-à-dire la théorie d'un côté et l'observation de l'autre, que se fait cette construction? Oui, en permanence. C'est-à-dire qu'on a, à l'intérieur même de notre collaboration, on a des théoriciens qui vont faire des prédictions, évidemment, qu'on va confronter à la réalité, mais qui vont aider également à comprendre ce qu'on observe. Donc, on a sans cesse, et je crois que c'est à peu près général à toute l'astronomie, des allers-retours permanents entre théorie et expérience. Et c'est très important.
Merci beaucoup pour ces mots de conclusion, Mathieu Denoroy. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation et cet échange. Je voudrais remercier aussi, bien évidemment, Françoise Combe, qui nous a fait le plaisir de parler des trous noirs tout à l'heure. J'en profite pour remercier, bien évidemment, Bruno Macquart, le président d'Univers Science, mais aussi Christelle Barclay, qui a modéré sur la chaîne YouTube les questions qui vous ont été envoyées, ainsi que Cyril Birbaum d'Univers Science. Remercier aussi la régie technique d'Univers Science qui nous a permis de faire cet après-midi entre ciel et terre, si je puis dire. Et conclure pour remercier donc pour l'organisation du Festival des Deux Infinis, Éric Pianoël, le directeur général de l'Association française d'astronomie, ainsi que Milan Maximovic, vice-président de l'AFA, et tous ceux qui nous ont suivis, donc plus d'1 millier de personnes. Et vous pouvez trouver, bien évidemment, ça c'était pour le direct, mais sur les sites maintenant, pouvoir revoir, réécouter ces enregistrements. Vous remercie tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment l'an prochain. Le Covid aura compris qu'il faut laisser la place à l'univers. Il y a beaucoup plus de place pour des rencontres futures du ciel et de l'espace, on l'espère en présentiel, mais en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end et à très bientôt.